Un homme, un vieux téléphone de campagne et 34 officiers allemands devenus fous. Stalingrad, octobre 1942. Les ruines de l'usine Barricadi, 3 heures du matin. Le lieutenant allemand Kurt Müller, assis dans la cave, frissonnait. Non pas de froid, mais de peur. Pour la 3e nuit consécutive, il entendait une voix. Cette voix connaissait son nom. Elle savait où il était né. Elle lui promettait une sépulture à Mamaïev-Kourgan. La voix venait de partout et de nulle part à la fois. Des murs, des profondeurs de la terre, de l'air même. En l'espace de 3 semaines, 34 officiers de la 389e division d'infanterie demandèrent leur évacuation. Diagnostic, troubles mentaux, épuisement professionnel et dépression nerveuse. La discipline de cette unité d'élite de la Wehrmacht commença à se déliter. Comment un seul opérateur radio soviétique a-t-il pu briser la volonté de toute une division? Pour comprendre cela, il faut remonter 1 mois en arrière, en septembre. Dans une petite pièce en sous-sol où un homme était assis, un casque sur les oreilles et un bloc-notes à la main. Un homme qui écoutait l'ennemi et qui notait tout. Il s'appelait Alexander Petrovitch Vishnevski, 27 ans, sergent-chef, opérateur radio-intercepteur de la 312 division de fusiliers. Il est né à Kharkov. Son père était mécanicien dans un atelier de réparation de locomotives. Sa mère était institutrice d'allemand à l'école numéro 14. Il a 2 frères cadets, Oleg et Victor. Victor a été mobilisé en 1941 et a disparu près de Vyazma. Oleg avait 16 ans lorsque les Allemands sont entrés dans Kharkov. Alexandre ignorait ce qu'il était devenu. Avant la guerre, Vishnevski travaillait dans la même usine que son père, tourneur de 4e classe. De bonnes mains, un œil aiguisé, de la patience. Mais surtout, les langues. Sa mère lui avait appris l'allemand avant l'école. À l'école, il avait étudié le français. Au lycée technique, l'anglais. Pourquoi avait-il besoin de tant de langues? Il ne les connaissait pas. Il les aimait, tout simplement. Les sons, les mots, la façon dont ils formaient du sens. Je me suis souvenu d'une journée paisible de ma vie. Mai 1939. Il faisait chaud. L'atelier était étouffant. Il usinait une pièce pour une locomotive à vapeur, une bague précise au centième de millimètre. Concentration maximale. Chaque mouvement de l'outil de coupe. Un moineau entra par la fenêtre. Il tournoyait au plafond. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le contremaître jura, comme pour dire « Au travail !» Mais Vishnevski observait. L'oiseau s'agitait, cherchant une issue. Il se cogna contre la vitre, puis il trouva une fenêtre. Il se glissa dehors. Il s'envola. « C'est comme ça que je suis », pensa alors Alexandre. « Je suis en difficulté, je cherche une issue. » Il fut enrôlé en juin 1941, dès les premiers jours. Entraînement, fusil, baïonnette, marche forcée. Puis, à sa grande surprise, une nomination comme officier. On testa ses connaissances linguistiques. Allemand, courant. Français, je sais lire. Anglais, oui. On envoya à l'école d'opérateurs radio-intercepteurs. 3 mois. Code Morse, station radio, code, et surtout, l'écoute. Écouter les communications ennemies, repérer les informations nécessaires, traduire, transmettre l'information au commandement. Il assista à son premier combat en octobre 1941, près de Vyazma, ou plutôt, il ne le vit pas, il l'entendit. Assis dans un abri, un casque sur les oreilles, il entendait un grondement sourd à l'extérieur. Le sol tremblait, de la poussière tombait du plafond. Et dans le casque, des voix allemandes, calmes, claires, des coordonnées, des ordres, des rapports. Il traduisit. Il enregistra. Il les transmit au commandant. Ce dernier le regarda d'un air étrange, comme pour dire « Comment peux-tu rester aussi calme alors que nos hommes meurent là-bas ?» Vishnevski ne pouvait pas l'expliquer. C'était son travail, sa tranchée, ses armes, des écouteurs et un crayon. Personnalité ? Silencieux, pas du genre à plaisanter autour du feu. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il remarquait les détails, la façon dont quelqu'un fumait, ce à quoi il pensait en fixant les flammes.
Ses camarades le trouvaient bizarre. Un rat de bibliothèque, disait-il, sans vouloir offenser personne. Juste un constat. Il lisait vraiment beaucoup. Il transportait des livres dans son sac de sport, Pouchkine, Lermontov, même Goethe en allemand. Il lisait entre ses quarts. Mais il avait une autre facette, la colère, silencieuse, profonde. Non pas celle qui éclate en un cri, mais celle qui ronge de l'intérieur, comme l'eau use la pierre. La colère contre les Allemands, pour frère Victor, pour Kharkov, pour tout. Et la peur était là. Il ne l'avouait à personne, mais la nuit, dans le silence de ses écouteurs, quand ses pensées tourbillonnaient, il se disait « Et s'il m'attrape ? Et s'il découvre que je suis un intercepteur ? Ils me descendront sur le champ. Ou pire, ils me tortureront. » Ses mains se mettaient à trembler. Il devait serrer les poings, respirer profondément, chasser la peur. Il avait un point d'ancrage personnel, une lettre à sa mère, sa dernière. Écrite avant l'entrée des Allemands à Kharkov. 3 pages, d'une minuscule écriture d'instituteur. Il ne la relisait pas souvent, de peur de l'effacer, mais il la gardait toujours sur lui, dans la poche intérieure de sa tunique, contre son cœur. On pouvait y lire « Sacha, tu es intelligent. Tu trouveras une solution. Tu l'as toujours fait. » Trouver un moyen. Un moyen de quoi ? Survivre ? Gagner ? Il ne le savait pas encore. Ses relations avec ses camarades, il gardait ses distances. Mais il y avait un homme, le caporal Kirill Drozdov, un signaleur. Il travaillait par binôme. Vishnevski interceptait les avions, Drozdov transmettait les rapports. Kirill était tout son contraire. Bavard et blagueur, il chantait toujours Katyusha, faux, mais avec passion. Ils eurent une seule conversation. Elle m'est restée en mémoire. Septembre 1942. Drozdov apporta une demi-marmite de bouillie de millet. Ils étaient assis dans l'abri. Le canon crépitait à l'extérieur des remparts. « Écoute, Vishnev, » dit Drozdov en aspirant son porridge. « Tu sais les écouter. Entends-tu ce qu'ils disent ?»« À propos de la guerre, » répondit Alexandre. « À propos des ordres. »« Ce n'est pas ça. » Kirill secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous entendez qu'ils sont des personnes ?» Vishnevski leva les yeux. « Les gens, » répéta Drozdov, « comme nous. Ils ont peur, ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux. Vous entendez ça ?» Alexandre garda le silence. Bien sûr qu'il avait entendu. Les officiers allemands n'étaient pas toujours des machines de fer lors des négociations. Parfois, ils craquaient. Ils se plaignaient. Ils réclamaient des renforts d'une voix désespérée. Parfois, ils priaient. Il l'entendait. Mais il s'efforçait de ne pas y penser. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» finit par demander Vishnevski. « Comme ça. » Drozdov posa sa gamelle. « J'y pense parfois. Les voilà. Nous voilà. À nous tirer dessus. Mais s'il n'y avait pas la guerre, peut-être qu'on serait en train de boire une bière avec l'un d'eux à la même table. Vous comprenez ? » « Je comprends, » dit Alexandre. « Mais ils sont venus à nous. Ils nous tuent. Alors nous devons les tuer. » « Exactement. » Kirill acquiesça. « Mais savoir qu'ils sont humains, c'est important. Parce qu'on réalise alors qu'ils peuvent être brisés, pas seulement par des balles, mais d'une autre manière. » Vishnevski n'accorda aucune importance à ces mots sur le moment. Il s'en souviendrait 3 semaines plus tard. Stalingrad accueillit Vishnevski en septembre. La ville était en flammes. La fumée s'élevait vers le ciel. Des ruines. Des carcasses de maisons. Des cadavres jonchaient les rues. On n'arrivait pas à les dégager assez vite. L'odeur. Insoutenable. De brûlés. De morts. De décomposition. Leur unité occupait un sous-sol sur le terrain de l'usine Barikadi, dans la partie nord de la ville. La ligne de front se trouvait à 200 mètres, à travers les ruines des bâtiments de l'usine.
Les Allemands poursuivaient leur offensive jour après jour. Chaque jour, ils repoussaient les attaques. Chaque jour, ils perdaient des hommes. Wisniewski disposait d'un coin au sous-sol, 2 mètres sur 2, une radio RBM, un casque, une table faite de gravats, une lampe à pétrole. Rien d'autre. Sa mission, écouter les communications radio allemandes dans le secteur de la 389e division d'infanterie. Noter les coordonnées des attaques, les rapports de pertes, les demandes de munitions. Tout ce qui pourrait s'avérer utile. Il travaillait 8 à 10 heures par jour, 100 jours de repos. Les écouteurs lui appuyaient sur les oreilles. Il avait un mal de tête terrible. Les voix dans les haut-parleurs se fondaient en un rugissement incessant. L'allemand lui devenait insupportable. Cette même langue que sa mère utilisait pour lui lire des contes de fées servait désormais à donner des ordres de tuer. Mais il a écouté. Il a pris des notes. Il a transmis son message. Et il ignorait encore qu'il deviendrait bientôt lui-même une voix. Une voix que les Allemands entendraient et qui les rendrait fous. 23 septembre, 8 heures du matin. Wisniewski retira son casque. Il se frotta les tempes. Il avait un mal de tête terrible. Il avait écouté les communications radio toute la nuit. Les Allemands préparaient une attaque. Il transmit toutes les informations au commandement. Coordonnées, heures, direction. Il fit ce qu'il put. Je suis sorti du sous-sol pour prendre l'air, mais il n'y avait rien à respirer. De la fumée. Une fumée épaisse et âcre. Le vent balayait les cendres sur les ruines. Le ciel était couvert. Le soleil était invisible. Un groupe de combattants se tenait sur une estrade de fortune devant l'entrée du sous-sol. Silencieux, le regard fixe. Wisniewski s'approcha. Il vit 8 cadavres, recouverts d'imperméables. 8 paires de bottes dépassaient de la bâche. La nuit, dit quelqu'un à voix basse. Attaque au mortier, coup direct sur l'abri des joueurs. Wisniewski reconnut les bottes. La 3e paire en partant de la gauche, usée, avec une pièce rapportée sur la tige gauche. C'étaient les bottes du caporal Drozdov. Il s'accroupit. Il souleva le pan de son imperméable. Le visage de Kirill était calme. Ses yeux étaient fermés, comme s'il dormait. « Inutile, camarade sergent », dit une main qui se posa sur son épaule. « Inutile de regarder. » Wisniewski abaissa la bâche. Il se leva. Il retourna lentement au sous-sol. Il s'assit à la table et mit ses écouteurs. Des voix allemandes sortaient des haut-parleurs, enjouées, assurées. Elles discutaient du succès du bombardement nocturne. Coordonnées, ajustements, planification de la prochaine frappe. Wisniewski serra les poings. Le crayon craqua. Il se brisa. Il desserra les doigts. Il regarda les morceaux de mine brisés sur la table. Kirill a dit qu'on pouvait les briser autrement qu'avec des balles, pensa-t-il. Comment ? Il n'y eut pas de réponse, seulement de la colère et des voix dans les écouteurs. 25 septembre, 4e jour à Stalingrad. Les pertes s'accumulaient. Pas seulement à cause des bombardements, à cause des tireurs embusqués, à cause des mines, à cause de ce qu'on appelait la guerre en ruine. Quand l'ennemi est à 30 mètres, quand chaque cave est une forteresse, chaque escalier un piège mortel. Les Allemands étaient largement supérieurs en nombre. Ils avaient l'avantage, supériorité aérienne, artillerie, munitions et troupes fraîches. Les troupes soviétiques avaient du courage, de la ténacité, une connaissance du terrain et de la haine. Cela aussi était une arme. Mais cela ne suffisait pas. La ville était en flammes. La Volga coulait à 200 mètres derrière eux. Il n'y avait nulle part où reculer. Seule la mort ou la Volga les menaçait. Le commandant du régiment, le colonel Joukovski, convoqua une réunion. Wisniewski n'y assista pas, il était opérateur radio. Mais il en entendit parler plus tard par d'autres. Joukovski frappa du poing sur la table. « Il nous faut un avantage, n'importe quel avantage. Nous connaissons leur plan. Wisniewski transmet des informations précises. Mais ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas le temps de réagir.
Le temps que l'information parvienne au bataillon, ils sont déjà à l'attaque. Le chef d'état-major, le capitaine Rogoff, a suggéré « Peut-être pourrions-nous transmettre les données directement au bataillon, en contournant les états-majors régimentaires ?» « Nous n'aurons pas assez de moyens de communication, » rétorqua Joukovski. « Nous n'avons qu'une seule radio par bataillon. Ils sont en première ligne. Il n'y a pas de temps pour négocier là-bas. » « Alors, que devons-nous faire, camarade colonel ?» Silence. Joukovski alluma une cigarette. La fumée s'éleva en volute vers le plafond de l'abri. « Faites comme nous, dit-il finalement. Tenez bon. Battez-vous pour chaque mètre. Ne laissez pas tomber la ville. » La réunion s'est terminée. Aucune décision n'a été prise. Seulement un ordre de suspension. Le 27 septembre, Vichnevski enregistrait une nouvelle série de négociations. Un major allemand nommé Schulz réprimandait un lieutenant nommé Müller pour ne pas avoir réussi à prendre le sous-sol de la rue Komsomolskaya. « Vous manquez de fermeté, lieutenant Müller, » dit le major d'une voix sèche. « Votre section a subi des pertes, c'est compréhensible, mais la mission n'a pas été accomplie. C'est inacceptable. »« Oui, monsieur le major, » répondit le lieutenant d'une voix tendue. « Mais les Russes se battent comme des bêtes. Chaque sous-sol... » « Pas d'excuses. Répétez l'attaque demain, avec un appui de mortier. Prenez ce sous-sol. Compris ? » « Oui, monsieur, Herr Major. » Vichnevski l'a noté. Rue Komsomolskaya. Attaque demain. Mortier. Transmis au commandant. Et soudain, je me suis dit, et si le lieutenant Müller savait que nous pouvions entendre sa conversation, que nous connaissions son nom de famille, qui n'était pas assez décisif. L'idée lui traversa l'esprit, puis s'évanouit. Il n'y prêta pas attention. Juste une pensée étrange, rien de plus. 29 septembre. Attaque rue Komsomolskaya. Les Allemands ont ouvert le feu au mortier. L'infanterie a ensuite pénétré dans les lieux. 14 soldats défendaient le sous-sol. Le soir venu, il n'en restait plus que 6. Le sous-sol a été sauvé. Mais à quel prix ? Vichnevski connaissait l'un des morts, le soldat Pavel Sedik, 19 ans, originaire de Voronej, enrôlé en mai, 3 mois au front. Sedik rendait souvent visite à Vichnevski à la cave. Il lui demandait de lui apprendre des gros mots allemands. Il disait vouloir que les nazis comprennent ce que je pensais d'eux. Alexandre étudia. Schweinhund signifie chien-cochon. Arschloch signifie âne. Sedik rit. Il répéta. Il écorcha la prononciation. Sedik gisait maintenant dans un cratère rue Komsomolskaya. On disait que c'était un obus de mortier, en plein ventre. Il agonisa longuement. Il hurlait. Il appelait sa mère. Vichnevski l'a pris ce soir-là. Il était assis au sous-sol, un casque sur la table. La lampe fumait. Silence. Aucun son ne sortait des haut-parleurs. Les Allemands étaient muets. Un répit. Il sortit un carnet et feuilleta les pages. Voici les entrées du 27 septembre. Commandant Schulz, lieutenant Müller. Attaque rue Komsomolskaya. Mortier. « C'est toi, Müller, » pensa Alexandre. « Ce sont tes mortiers qui ont tué Sedik. » Il se souvenait de la voix du lieutenant, tendue, incertaine. « Les Russes se battent comme des bêtes. »« Tu as peur ?» pensa Vichnevski. « Je t'entends. Tu as peur. » Et puis une pensée me revint, la même qu'auparavant, mais cette fois elle ne disparut pas. Elle persista. Elle s'attarda. Et si... 1er octobre. Réunion au quartier général du régiment. Nouvelle perte. Nouvelle pénurie de munitions. La question se pose à nouveau. Comment tenir le coup ? Vichnevski était présent. On le sollicitait rarement. D'ordinaire, il transmettait les rapports par messager. Mais aujourd'hui, le colonel Joukovski souhaitait l'entendre en personne. « Qu'est-ce qui se passe avec les Allemands, camarade sergent ?» demanda Joukovski. Son visage était fatigué, ses yeux étaient rouges. Il n'avait probablement pas dormi depuis 3 jours. « Il prépare une offensive majeure, camarade colonel », rapporta Vichnevski. « Sur le site de l'usine,
Ils déploieront la 389e division, 3 régiments, appui d'artillerie, armée de l'air. Début le 3 ou le 4 octobre. Aurons-nous le temps de nous préparer? Si nous transmettons ces informations au bataillon aujourd'hui, ils auront le temps de se retrancher et d'établir des positions de tir supplémentaires. D'accord. Joukovski acquiesça. Et quoi d'autre? Vishnevski resta silencieux, puis il dit « J'ai une proposition, camarade colonel. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Une opératrice radio avec une proposition? Inhabituelle. « Je vous écoute, concéda Joukovski. »« J'écoute leur communication, commença Alexander. Et je sais beaucoup de choses. Pas seulement les coordonnées et les ordres, je connais les noms des officiers, leurs prénoms, d'où ils viennent, ce qu'ils se disent, ce qu'ils n'osent pas dire à voix haute. » Et alors? Le capitaine Rogov haussa un sourcil. « Ils ignorent que nous les entendons, poursuivit Vishnevski. Ils croient que leur radio est sécurisée, que nous ne comprenons pas l'allemand, ou que nous ne l'interceptons pas. Mais nous l'interceptons. Et je pense que, si nous leur révélons que nous les entendons, que nous savons tous d'eux, cela pourrait les briser psychologiquement. » Joukovski plissa les yeux. « Expliquez plus en détail. » « Les officiers allemands sont des êtres humains, » a déclaré Alexander. « Ils ont peur, ils sont fatigués, leur pays leur manque. Mais ils tiennent bon grâce à la discipline, à l'ordre et à la confiance en leur supériorité. Mais que se passerait-il si nous détruisions cette confiance? Si nous leur montrions que nous les connaissons par cœur, que nous savons qui ils sont, où ils se trouvent et ce que leurs supérieurs pensent d'eux. »« Comment exactement ?» demanda Rogov. Vishnevski hésita. « Je ne sais pas encore avec certitude. Mais peut-être diffuser des messages? À la radio? Ou par haut-parleur? »« Nous n'avons pas de haut-parleur, » a déclaré Joukovski. « Alors je réfléchirai à autre chose. » Le colonel resta silencieux. Il regarda Vishnevski. Il le pesa. Puis il dit « Essayez. Ça ne fera pas de mal. Ça n'empirera rien. Mais l'objectif principal, c'est l'interception. C'est la priorité. Compris? Oui, monsieur, camarade colonel. Gratuit. » Vishnevski sortit de l'abri du quartier général. Son cœur battait la chamade. L'autorisation était en poche. Il ne restait plus qu'à trouver comment procéder. 3e octobre. L'offensive allemande avait commencé. L'artillerie pilonnait sans relâche pendant 3 heures. Le sol tremblait. Vishnevski était assis à la cave. Le tonnerre grondait au-dessus de sa tête. La poussière tombait en abondance. La lampe vacillait, mais il portait des protections auditives. Le travail continuait. Les négociations étaient chaotiques. Ordre, questions. La panique gagnait du terrain. Un lieutenant allemand cria dans les ondes qu'il avait perdu la moitié de sa section. Il demanda la retraite. On le lui refusa. Vishnevski a enregistré les données. Il les a transmises. Ces informations ont été précieuses. Les mitrailleurs soviétiques savaient où viser. Les artilleurs de mortier ont ajusté leurs tirs. Les Allemands ont subi des pertes. Le soir venu, l'attaque s'essouffla. Les Allemands battirent en retraite. Au prix de pertes énormes, ils n'avaient capturé qu'un seul atelier. Un seul. Sur les 5 prévus. Cette nuit-là, Vishnevski sortit. Il contempla les ruines. Quelque part là-bas, à 300 mètres, se trouvaient les Allemands. Le lieutenant Müller, le commandant Schulz, d'autres. Ils étaient assis dans leurs abris. Ils buvaient du schnapps. Ils fumaient. Ils écrivaient des lettres à leur famille. Ils dormaient, tremblants de peur. Ils rêvaient de revenir vivants. « Tu ne reviendras pas, » pensa Alexandre. « Je te rendrai fou avant que tu ne meures. » Mais comment? Pas de haut-parleur? Un émetteur radio? Impossible. Les Allemands utilisent d'autres fréquences. Ils ne nous entendront pas. Des tracts? Ils ne les lisent pas sur le front. Il se tenait au milieu des ruines. Le vent hurlait à travers les fenêtres vides. Et soudain, il entendit quelque chose. Écho. Quelqu'un a crié au loin. Une sentinelle peut-être? Un blessé peut-être?
Mais le cri résonna dans les ruines. Il rebondit sur les murs, sur les structures de béton des ateliers. Il devint plus fort, comme si ce n'était pas une seule personne qui criait, mais une douzaine. Vichnevski s'est figé. Écho. Les ruines constituent un résonateur parfait. Ici, le son ne s'éteint pas, il se multiplie. Et si nous parlions ici, la nuit, quand il y a du calme? La voix portera, les Allemands entendront. Ils ne sauront pas d'où elle vient. On aura l'impression qu'elle vient de partout. Mon cœur s'est serré. C'est ici. Il retourna au sous-sol. Il sortit un carnet. Il l'ouvrit à la page des noms. Lieutenant Kurt Müller, 32e régiment d'infanterie, commandant de la 2e section, 3e compagnie. Major Friedrich Schulz, commandant de bataillon. Oberleutnant Hans Weber, signaleur. 27 noms de plus, tous de la 389e division. Il prit une feuille de papier vierge et commença à écrire. Lieutenant Müller. Je me suis arrêté. Et maintenant, que dire? Il faut que j'aille droit au but, me souvenir, ne pas lâcher prise. Il réfléchit pendant 1 heure, 2. Il railla, il réécrivit. J'ai finalement écrit des phrases courtes, en allemand, des mots simples, mais chacune d'elles frappe comme un coup. Tout est prêt. Il nous faut maintenant un endroit et du temps. 4e octobre, jour 4. Vichnevski examinait les ruines de l'usine. Il cherchait un endroit d'où les Allemands pourraient l'entendre, mais du côté soviétique. Et il lui fallait un abri pour ne pas être tué sur le coup. Je l'ai trouvé. Les ruines d'une station de pompage, à 50 mètres de la ligne de front. Le sous-sol est à moitié inondé. L'eau arrive aux chevilles. Mais une niche dans le mur, une ancienne bouche d'égout, donne accès à des canalisations souterraines. Ces canalisations mènent vers les Allemands. La sortie se trouve quelque part en zone neutre, peut-être plus près de leur position. Parfait. La nuit, vous pouvez descendre dans les égouts, suivez les canalisations, trouvez une sortie plus proche des Allemands, et parlez. Votre voix se propagera dans les canalisations. Ressortez. L'écho la portera à travers les ruines. Les Allemands ne comprendront pas d'où vient le bruit. Ils ne comprendront absolument rien à ce qui se passe. Vichnevski retourna à la cave. Il attendit la nuit. Il se prépara. Il relut le texte. Il le répéta. Il devait parler clairement, lentement, avec des pauses, pour que chaque mot fasse son chemin. 23 heures. Obscurité totale. Ni lune, ni étoile. La fumée obscurcissait le ciel. Silence. Quelques coups de feu sporadiques au loin. Alexandre prit une lampe torche, un carnet et un fusil, au cas où. Il quitta le sous-sol et rampa jusqu'à la station de pompage. 50 mètres en 5 minutes. Chaque mètre me paraissait une éternité. La peur d'être repéré, la peur de se faire tirer dessus. Mais finalement, tout s'est bien terminé. Je suis descendu au sous-sol de la station de pompage. L'eau était froide, elle sentait mauvais. J'ai trouvé la trappe, je l'ai ouverte. Elle était lourde, elle a grincé. Je suis resté figé, j'ai attendu. Silence. Je suis descendu dans les égouts, l'obscurité totale. La lampe torche éclaira un tuyau, 1 mètre de diamètre. Il avançait. Il n'y avait pas d'eau, elle s'était asséchée ou avait disparu. Seulement de la boue au fond. Ramper. 10 mètres. 20, 30. Le tuyau tourne. Encore 10 mètres. Devant moi, de la lumière, faible. Je franchis les barreaux. La sortie. Il a rampé jusqu'à moi. Il a regardé dehors. Ruines. Zone neutre. Positions allemandes à 50 mètres. On distingue les silhouettes d'abris et de tranchées. Parfait. Vichnevski était assis dos au mur de tuyaux. Il sortit un bloc-notes. Il relut le texte. Il soupira profondément. Et il parla, silencieusement. Mais distinctement.
Les mots ont voyagé dans le tuyau, disparu dans les ruines. L'écho les a repris, les a emportés. Lieutenant Kurt Müller. Pause. Vous êtes de Hambourg. Vous avez 31 ans. Pause. Vous commandez la 2e section de la 3e compagnie. Pause. Tu as peur. Je peux entendre ta peur. Pause. Demain tu mourras. Sur le Kourgan Mamaïev. Pause. Ta tombe a déjà été creusée. Pause. Nous vous attendons. Silence. Vishnevski se tue. Écoute. Rien. Seulement le vent. Seulement l'écho de sa propre voix qui s'estompait quelque part dans les ruines. Il attendit une minute, puis prononça le nom suivant. Le major Friedrich Schulz. Et ainsi de suite. 5 autres noms. 30 secondes pour chacun. Il parla et se figea. Laisse les mots jaillir. Il est alors retourné en rampant, le long du tuyau, jusqu'à la station de pompage. Puis il est remonté. Au sous-sol. Voilà, c'est terminé. Attendez, je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Peut-être rien, peut-être que les Allemands n'entendraient pas, ou qu'ils entendraient sans comprendre, ou qu'ils comprendraient sans avoir peur. Ou peut-être que ça marchera. 5 octobre, 7 heures du matin. Vishnevski ne dormit pas. Il revint des égouts à 4 heures du matin. Il s'allongea sur sa couchette et ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Des mots tourbillonnaient dans sa tête, ceux-là même qu'il avait prononcés dans l'obscurité. Lieutenant Kurt Müller, vous avez peur. Nous vous attendons. Cela a-t-il fonctionné ? Ou était-ce simplement une perte de temps ? Peut-être les Allemands n'ont-ils rien entendu du tout. Ou bien ils l'ont entendu, mais ont cru que c'était le vent qui hurlait à travers les ruines. Ou bien ils ont ri. Les Russes essaient de nous faire peur avec des contes pour enfants. À 7 heures, il a cédé. Il s'est levé, il a mis ses écouteurs, il a allumé la radio. Il s'est syntonisé sur la fréquence de la 389e division. Silence radio. C'est étrange. D'habitude, à cette heure-ci, il y a des bulletins. Les bulletins du matin, la relève de la garde. Mais là, rien. J'ai attendu 5 minutes, 10, 15. Finalement, un crépitement parvint aux écouteurs. Une voix. Un lieutenant allemand. Nom, Weber. Vishnevski le reconnut. Le transmetteur du quartier général du régiment. Quartier général, ici la 3e compagnie. La voix était tendue. Nous devons contacter le commandant de bataillon, urgent. 3e compagnie, quelle en est la raison ? Fut la réponse du siège. Un silence. Un long silence. Weber semblait choisir ses mots. Le lieutenant Müller, il refuse de sortir de l'abri. Il dit que... Nouveau silence. Il dit que les Russes connaissent son nom, qu'ils le suivent. Vishnevski se figea. Son cœur se serra. Répétez, 3e compagnie. La voix du quartier général devint dure. Le lieutenant Müller affirme avoir entendu une voix la nuit dernière. La voix a prononcé son nom de famille, sa ville natale, et... Weber se tut. Puis il ajouta plus bas. Et d'autres l'ont entendu aussi. Les sentinelles, la garde. Tout le monde a entendu la voix. D'où venait cette voix ? Ils ne savent pas. De partout. Des ruines, du sous-sol. Ils ne peuvent déterminer la direction. C'est une attaque psychique russe, lança une voix depuis le quartier général. Dites au lieutenant Müller de se ressaisir. S'il est incapable d'assumer ses fonctions, qu'il se présente au commandant de bataillon. Oui, monsieur. La connexion a été perdue. Vishnevski retira son casque. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais d'excitation. Ça a marché. Mince alors, ça a marché. Les Allemands ont entendu. Et pas seulement entendu, ils ont eu peur. Le lieutenant Müller refuse de quitter l'abri. Ce n'est plus la guerre, c'est la panique. Alexandre se leva.
Il arpenta le sous-sol, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Il réfléchissait, rapidement, fiévreusement. Une nuit, un résultat. Et si on continuait, chaque nuit, des noms différents, progressivement, englobant tous les officiers de la division. Que se passerait-il alors? Il nous faut plus d'informations, il nous faut écouter leurs réactions, il nous faut adapter la méthode. Il remit ses écouteurs, il écouta toute la journée, il enregistra. Le soir venu, la situation s'est éclaircie. Le lieutenant Müller n'était pas le seul. 3 autres officiers ont signalé avoir entendu des voix étranges cette nuit-là. Le commandant Schulz les a convoqués pour une réunion. Il a tenté de les calmer. Il leur a dit qu'il s'agissait d'une provocation, de la guerre psychologique. Ne cédez pas. Mais Wisniewski perçut de la tension dans sa voix. Le major lui-même était inquiet, car lui aussi avait entendu son nom ce soir-là. Il refusait simplement de l'admettre. Le soir, Alexandre fit son rapport au colonel Joukowski. « Ça marche, camarade colonel, dit-il. Les Allemands ont peur. »« Vas-y, » répondit Joukowski sèchement. « Mais fais attention, ne te fais pas prendre. »« Oui, monsieur. » Wisniewski est parti. Le plan pour la nuit est déjà établi. 8 noms de plus. 8 officiers de plus qui ne fermeront pas l'œil de la nuit. 6 octobre. Nuit. 2e opération. Wisniewski regagna en rampant la station de pompage. Il redescendit dans l'égout. Même tuyau. Même sortie. Mais aujourd'hui, il était plus sûr de lui. Il savait que ça avait fonctionné. Il savait quels mots étaient les plus efficaces. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé. Oberleutnant Hans Weber. Faites une pause. Laissez l'écho se propager. Vous êtes de Munich. Vous avez une femme et 2 enfants. Pause. Hier, vous avez transmis un message concernant le lieutenant Müller. Vous pensez être en sécurité? Pause. Nous entendons chacun de vos mots, chaque ordre, chaque murmure. Pause. Tu ne retourneras pas à Munich. Wisniewski se tut. Il attendit. Le silence. Seul le vent. Nom suivant. Hauptmann Kurt Zimmermann. Il a donc passé en revue 8 noms. Un message personnel pour chacun. Pas de généralité. Des détails. La ville, la famille, la fonction. Ce qu'il savait grâce aux conversations interceptées. Et surtout, un rappel. Nous vous entendons. Nous savons tout de vous. Pour un soldat habitué à l'anonymat de la guerre, c'est plus terrifiant qu'une balle. Une balle peut atteindre sa cible ou non. Mais ici, vous êtes connu. Vous êtes traqué. Des yeux invisibles vous observent. Wisniewski retourna au sous-sol et attendit le matin. Le matin du 7 octobre a apporté des résultats. Les émissions radiophoniques allemandes étaient chaotiques. On entendait des voix, on exigeait l'arrêt de la propagande russe et on débattait de l'origine du son. Certains parlaient de haut-parleurs, d'autres de tunnels souterrains, d'autres encore d'une émission de radio. Mais personne ne pouvait expliquer comment les Russes avaient pu obtenir des noms de villes, des détails de leur vie privée. Le major général Magnus, commandant de la 389e division, donna l'ordre de trouver la source des voix et de la détruire. Il affecta une équipe de sapeurs à cette tâche et ordonna une inspection des ruines. Wisniewski écouta cela et laissa échapper un petit rire. « Écoutez, les ruines, ce sont des kilomètres de tuyaux, de sous-sols, de tunnels. Vous ne le trouverez pas. » Mais j'ai compris qu'il fallait faire attention, changer d'endroit, ne pas emprunter 2 fois de suite la même sortie. 8 octobre, jour. Wisniewski étudia le plan des ruines de l'usine, repérant les points d'où il pourrait parler. La station de pompage avait déjà servi 2 fois, plus jamais. Il fallait trouver d'autres emplacements. 3 options ont été trouvées. Le premier endroit est la ruine d'une chaufferie. 2 cheminées s'élèvent. Si vous parlez d'en bas, le son se propagera dans les tuyaux et sortira par les cheminées. L'effet est similaire à celui des tuyaux d'orgue. Le second système est celui des égouts pluviaux. Des sorties sont situées à 4 endroits autour des positions allemandes.
Vous pouvez parler à un endroit précis, mais le son sera diffusé simultanément à plusieurs endroits. Le troisième est le sous-sol du dépôt de munitions, détruit. Mais il existe un passage souterrain. Il mène presque aux positions allemandes. Dangereux, mais efficace. Il fallait tester les 3 options, mais pas la nuit. La lumière du jour était hors de question, elle nous tuerait. Je devais donc attendre la nuit et agir vite. Le capitaine Rogoff, chef d'état-major du régiment, descendit dans sa cave. « Sergent-chef, dit Rogoff, le colonel veut savoir à quel point votre entreprise est sérieuse ?» « Sérieusement, camarade capitaine, répondit Wisniewski. Les Allemands perdent leur discipline, on le constate dans les négociations. Et s'ils vous trouvent ? Je ferai en sorte qu'ils ne le trouvent pas. Ce n'est pas une réponse. Rogoff s'assit sur une caisse de matériel. Il alluma une cigarette. Écoutez, Wisniewski, j'ai vu bien des façons de tuer des Allemands. Avec des balles, avec des éclats d'obus, avec le feu. Mais avec votre voix, c'est nouveau. La voix ne tue pas, camarade capitaine. Elle brise. Est-ce que ça casse ? Un homme tient bon à la guerre tant qu'il a confiance en lui, tant qu'il sait qu'il est un soldat parmi d'autres, anonyme, un parmi des milliers, invisible, inconnu. Une balle pourrait atteindre n'importe qui, mais pas lui personnellement. Statistique, probabilité. Wisniewski posa son crayon. Imaginez maintenant, on vous appelle par votre nom. On vous dit où vous êtes né. On connaît votre âge. On sait ce qui vous fait peur. Soudain, vous réalisez que vous n'êtes plus anonyme. On vous observe. Vous avez été choisi, personnellement. Cela change tout. Rogoff le regarda longuement, puis il hocha la tête. Astucieux, cruel, mais astucieux. Il écrasa sa cigarette. Continuez, mais soyez prudents. Si les Allemands attrapent l'opérateur radio, la mort ne sera pas rapide. Je sais, camarade capitaine. Rogoff est parti. Wisniewski se retrouva seul. Il regarda la carte, il réfléchit. Rogoff avait raison. Le risque était énorme, mais la récompense l'était tout autant. Il se souvint de Kirill Drozdov. Ils peuvent être brisés par autre chose que des balles. Kirill, pensa Alexander, je suis tes conseils. Je les enfreins. Pour toi, pour les gris, pour tout le monde. Soirée du 8 octobre. Préparatifs pour la 3e nuit. Wisniewski décida d'utiliser la chaufferie. La présence de 2 cheminées impliquait que la voix sortirait de 2 endroits, ce qui ne manquerait pas de désorienter davantage les Allemands. J'ai dressé une liste de noms, 10 noms. Parmi eux, 2 nouveaux. Des officiers dont j'ai appris l'existence aujourd'hui grâce à des communications interceptées. Mais un problème est alors survenu. L'un des officiers est le colonel Walter Krieger. Commandant de régiment et officier supérieur, il est dangereux de parler de lui, car cela pourrait provoquer une réaction grave. Il faut enquêter sur l'origine des voix. En revanche, si le commandant du régiment est touché, l'impact sera plus important. Les officiers constateront que même leur commandant n'est pas à l'abri. Wisniewski a pesé le pour et le contre et a décidé de prendre le risque. J'ai écrit les paroles de Krieger. Spécial. Dur. Oberst Walter Krieger. Vous commandez un régiment. Croyez-vous que votre grade vous protégera ? Nous savons où se trouve votre abri. Nous savons quand vous remonterez à la surface. Vous êtes déjà mort. Vous l'ignorez encore. Je l'ai relu. Un frisson m'a parcouru l'échine. Si Krieger l'apprend, il va devenir fou furieux. Il se mettra à chercher. Peut-être qu'il le trouvera. Mais il est trop tard pour reculer. La nuit. Wisniewski rampa vers la chaufferie. 50 mètres. 100. Halte. Immobilisation. Des voix. Allemand. Patrouille. Caché derrière un pan de mur. Attente. Les voix s'éloignent. Reprise. Encore une vingtaine de mètres. La chaufferie. L'entrée s'est effondrée. Je suis descendu. Il fait sombre à l'intérieur. La lanterne éclairait 2 cheminées, des cheminées en briques. Elles s'élèvent, à une vingtaine de mètres.
Les sorties sont en haut, on aperçoit des ouvertures vers le ciel. Placez-vous entre les tuyaux. La voie passera par les deux et se répandra dans différentes directions. Commencez. Lieutenant Eric Schmidt. La voix s'estompa dans le tube. Un écho. Répété, comme un chœur de fantôme. Wisniewski sourit, mieux encore que dans les égouts. Il poursuivit. 10 noms, 10 phrases. Le dernier était Krieger. Le colonel Walter Krieger. Un silence. Les tuyaux résonnèrent. Vous commandez un régiment? Écho. Pensez-vous que votre grade vous protégera? Écho. Nous savons où se trouve votre abri. Nous savons quand vous remontez à la surface. Écho. Tu es déjà mort. Tu ne le sais juste pas encore. L'écho s'estompa. Silence. Wisniewski expira. C'est terminé. Il recula en rampant, plus vite que d'habitude. Il avait l'impression d'avoir franchi une limite aujourd'hui. Il n'avait pas blessé les simples officiers. Il avait blessé le commandant. Il y aurait des conséquences. Je suis retourné au sous-sol. Il était 4 heures du matin. Je me suis allongé et je me suis endormi aussitôt. 9 octobre, matin. Wisniewski se réveilla au son des tirs d'artillerie. Les Allemands pilonnaient l'usine, plus fort que d'habitude, sans viser. Ils se contentaient de réduire les ruines en miettes. J'ai mis le casque et j'ai allumé le récepteur. L'air était étouffant. « Tous les postes, renforcez les patrouilles !» s'écria le commandant de bataillon. « Trouvez la source de la propagande ennemie, à tout prix !» 3e patrouille, nous avons fouillé la chaufferie, nous n'avons rien trouvé. Patrouille numéro 5, vérification des bouches d'égout, vide. L'équipe d'ingénierie, nous explorons les réseaux souterrains. Beaucoup de tunnels, cela prendra du temps. Le commandant était furieux. Je ne veux entendre aucune excuse. Trouvez et détruisez, c'est un ordre. Puis une autre fréquence. Le rapport du colonel Krieger au commandant de division, le général Magnus. Monsieur général, la situation se détériore, dit Krieger d'une voix tendue. Le moral des officiers est au plus bas. 3 d'entre eux ont demandé à être évacués ces dernières 24 heures pour raison de santé. 5 autres... Une pause. 5 autres refusent de quitter leurs abris la nuit. C'est inacceptable, aboya Magnus. Tirez sur les lâches. Monsieur le général, ce ne sont pas des lâches, rétorqua Krieger. Ils sont désorientés, psychologiquement. Les Russes utilisent une nouvelle méthode. Ils connaissent des noms, des informations personnelles. Ceci, c'est de l'espionnage, s'écria Magnus. Contrôlez tout le monde, trouvez la fuite. Oui, monsieur, Herr Général. Wisniewski laissa échapper un petit rire. De l'espionnage. Ils cherchent un traître. Ils ne le trouveront pas. Car le traître, c'est leur propre radio. Leur propre bavardage sur les ondes. Mais le plaisir n'a pas duré longtemps. À midi, le capitaine Rogov descendit à sa cave. Son visage était sombre. « Wisniewski, arrêtez ça !» dit-il sans préambule. « Quoi ?» Alexandre ne comprenait pas. « Vos incursions nocturnes, cessez-les, ordre du colonel. »« Mais pourquoi ? Ça marche ?» ?»« C'est exactement pour ça, » dit Rogov en se redressant. « Les Allemands sont furieux. Ils vous recherchent activement. Patrouille, équipe du génie, sapeurs avec chiens. Ils vous trouveront. Et quand ils vous trouveront, ils vous tueront. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un opérateur radio-intercepteur. Votre mission principale est l'interception. C'est une priorité absolue. Camarade capitaine, pas de mais, sergent. Rogov se leva. Ordre. Exécuté. Il est parti. Wisniewski était assis. Il regardait le mur. Ses poings étaient serrés. S'arrêter ? Maintenant ? Alors que tout se passe si bien ? Non, ça ne s'arrêtera pas. C'est peut-être un ordre, c'est peut-être dangereux. Mais les Allemands craquent. Encore un petit effort et ils s'entretueront paranoïa. Encore un petit effort. Il a pris une décision, désobéir à l'ordre. Continuez la nuit. Mais vous devez être encore plus prudent. Changez de place à chaque fois. Ne laissez aucune trace. Travaillez plus vite.
Le soir du 9 octobre, Vishnevski se prépara pour la 4e nuit. Il étudia la carte. Il choisit un nouvel emplacement, les ruines de l'atelier numéro 5. Il y avait là un puits de ventilation, un puits profond. Il descendait sous terre. Puis un tunnel horizontal. Il débouchait à 3 endroits, difficiles d'accès, mais plus sûrs. J'ai fait mes bagages, une lampe torche, un carnet, un fusil, une grenade, au cas où. Il était 11 heures du soir. Je suis sorti du sous-sol. J'ai commencé à ramper. 50 mètres. Halte. Bruit. Paroles en allemand. Patrouille. Tout près. Très près. Enfoncé dans le sol, derrière les décombres de briques, ne respire plus. 3 soldats allemands, munis de lampes torches. Ils inspectent les ruines. Ils éclairent les brèches. Ils scrutent les caves. L'un d'eux s'est arrêté à 5 mètres de Vishnevski. Il alluma sa lampe torche. Le faisceau glissa sur les débris, puis il passa. « Il n'y a rien ici, dit l'Allemand. « Il n'y a rien ici. »« Weiter » répondit le second. « Suivant. » Ils sont passés. Ils sont partis. Vishnevski expira. La sueur perlait dans son dos. 1 minute de plus, et il l'aurait remarqué. Fin. Mais ça a passé. J'ai rampé jusqu'à l'atelier numéro 5. Je suis descendu dans la gaine de ventilation. Obscurité totale. L'échelle était rouillée, elle grinçait. Prudence. Pas à pas. 10 mètres sous terre. Tunnel. Étroit. 1 mètre de haut. On rampe. 20 mètres. 30. Une bifurcation. 3 tunnels. Des directions différentes. Je me tenais au carrefour. De là, la voie se propageait dans les 3 tunnels. Elle émergeait en 3 points. Les Allemands ne sauraient même pas d'où elle provenait. Ça a commencé. Plus vite que d'habitude. Le temps presse. Des patrouilles sont dans les parages. 8 noms. 20 secondes pour chacun. Bref, brutal, direct. Major Schultz ? Vous avez entendu cette voix 3 nuits de suite. Aujourd'hui, c'est la 4e. Combien de nuits vous reste-t-il ? Lieutenant Müller, vous ne quittez plus l'abri. Croyez-vous que cela vous sauvera ? Nous y arriverons aussi. Colonel Krieger, vous nous cherchez ? Vous ne nous trouverez pas. Nous sommes partout. Nous sommes dans les airs, sous terre, dans votre tête. Terminé. Retour en rampant, le long du tunnel. Remontée du puits, à la surface. Je me suis allongé derrière les débris. J'ai attendu. J'ai écouté. Au loin, les voix de patrouille allemande. Elles couraient. Elles criaient quelque chose. Ils ont entendu. Mais ils ne savent pas d'où. Vishnevski sourit et rampa vers ses positions. 100 mètres. 200. Presque arrivé. Soudain, un coup de feu. La balle a touché une brique voisine. Des éclats m'ont atteint au visage. Sentinelle allemande, sur les ruines, a aperçu un mouvement. Une autre prise. Vishnevski s'est précipité en avant. Il a basculé la tête la première dans un cratère. Il s'est mis à couvert. Il a sorti une grenade. Il a retiré la goupille. Il l'a lancée. Explosion. Cri. Silence. J'ai continué à ramper. Vite, les Allemands allaient accourir. Je devais partir. J'ai atteint mon poste. La sentinelle m'a reconnu. Elle m'a laissé passer. Je suis descendu à la cave. Je me suis enfermé à clé. Je me suis allongé. Mon cœur battait la chamade. Ils ont failli me tuer. Encore un petit effort et c'était la fin. Rogoff avait raison. C'est trop dangereux. Mais ça a marché. 8 noms de plus. 8 officiers brisés de plus. Le risque en valait la peine. 10 octobre, matin. Le colonel Joukovski fit irruption dans la cave de Vishnevski. Son visage était rouge, ses yeux étaient furieux. « Vous avez désobéi aux ordres !» aboya-t-il. Vishnevski se leva d'un bond et se mit au garde-à-vous. « Camarade colonel, je... » « Silence !» Joukovski s'avança. « Le capitaine Rogoff a donné l'ordre. Cessez les raids. Vous avez désobéi. C'est un crime de guerre. Exécution par un peloton d'exécution. Compris ? Oui, monsieur, camarade colonel.
Joukovski le regarda, longtemps, en silence. Puis il expira. Sa voix s'affaiblit. Pourquoi ? Parce que ça marche, camarade colonel, répondit Wisniewski. Les Allemands craquent. Je l'entends dans les négociations. Encore un peu et ils vont se tirer dessus par peur. Encore un peu. Et si vous vous faites tuer ? Ensuite, quelqu'un d'autre prendra le relais. La méthode est connue. Les lieux sont connus. Personne d'autre ne parle aussi bien allemand que vous, dit Joukovski. Il n'y a pas d'autre opérateur radio-intercepteur. Nous avons besoin de vous vivants. Ici, derrière cette radio. Pas morts dans les ruines. Je comprends, camarade colonel, dit Wisniewski en baissant les yeux. Mais je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas alors que c'est si proche. Joukovski resta silencieux. Puis il s'assit sur une caisse. Il alluma une cigarette. Il fuma longtemps. Il réfléchit. Finalement, il a dit « D'accord, continuez. Mais sous certaines conditions. » « Oui, camarade colonel. Premièrement, vous prenez un partenaire avec vous, un signaleur, en renfort. Deuxièmement, vous ne vous éloignez pas à plus de 100 mètres de nos positions. Troisièmement, si une patrouille s'approche, repliez-vous immédiatement. Pas d'héroïsme. Compris ? Oui, monsieur. Et quatrièmement, dit Joukovski en se levant, s'il vous attrape, empoisonnez-vous immédiatement. En avez-vous ? Wisniewski acquiesça. Une capsule de cyanure, distribuée à tous les opérateurs radio, en cas de capture. Utilisez-le si vous n'avez pas le choix, dit Joukovski. Car ce que les Allemands vous feront s'ils découvrent qui vous êtes est pire que n'importe quelle mort. Compris, camarade colonel. Joukovski est parti. 1 heure plus tard, ils envoyèrent un collègue, le caporal Grigori Kovalev, signaleur, 20 ans, fort, calme, s'est tiré. « Je vous couvre, camarade sergent, dit-il simplement. « D'accord, acquiesça Wisniewski. Nous irons ce soir. » La journée a été consacrée à l'écoute de l'émission. La situation s'éclaircissait. Les Allemands étaient en plein désarroi. Le colonel Krieger a fait son rapport au général Magnus. « Monsieur le général, en 4 jours, 14 officiers ont demandé leur évacuation. Le motif invoqué est un trouble mental. 8 autres refusent d'assurer le service de nuit. La discipline s'effondre. « Trouvez la source !» cria Magnus. « À n'importe quel prix !»« On fait de notre mieux, Herr Général. » Mais la voix de Krieger s'éteignit. « Mais on a un soupçon. Ce ne sont ni les haut-parleurs ni la radio. C'est une personne. Il se déplace. Il utilise des communications souterraines. Il connaît la zone. Et surtout, il connaît les noms de nos officiers. Des informations personnelles. « Où ? Je suppose que ça vient d'interception radio, dit Krieger lentement. Les Russes interceptent nos communications. Ils enregistrent les noms. Puis ils les utilisent à des fins de guerre psychologique. » Est-ce possible ? Magnus était stupéfait. Tout à fait, monsieur le général. Nous sous-estimons les services de renseignement soviétiques. Un long silence. Que proposez-vous ? demanda Magnus. Modifier les procédures radio. Ne plus utiliser de nom à l'antenne. Utiliser uniquement les indicatifs d'appel. Changer de fréquence. Renforcer le cryptage. Je vous le donne immédiatement, dit Magnus. Trouvez cet homme. Attrapez-le. Je veux voir son corps. Wisniewski retira ses écouteurs et sourit. « Tu ne le verras pas de ton vivant, pensa-t-il. Mais une pointe d'angoisse commença à me gagner. Les Allemands avaient compris. Ils avaient deviné la méthode. Désormais, ils seraient plus prudents. Les noms étaient diffusés, on ne les entendrait plus. Je devais donc me contenter de ce que j'avais déjà, les 30 ou 40 noms que j'avais enregistrés le mois précédent. Ça suffira. Pour une semaine, c'est sûr. Et dans une semaine, on verra. Nuit du 11 octobre, 5e sortie. Wisniewski et Kovalev, tous deux.
rampant à travers les ruines. Kovalev est en tête, en reconnaissance. Vishnevski est derrière lui, avec un carnet. La cible, ce sont les ruines d'un château d'eau. Il y a un sous-sol et une canalisation qui mènent aux positions allemandes. Un bon emplacement. Ils avançaient lentement à quatre pattes. Kovalev savait ce qu'il faisait. Il s'arrêtait tous les 10 mètres, il écoutait, il observait. Il donnait le signal, c'était bon, il pouvait y aller. Nous sommes arrivés en 20 minutes, sans incident. Ils descendirent à la cave, ils trouvèrent un tuyau. Vishnevski se tenait à l'entrée. Kovalev resta à la sortie, en faction. Alexandre commença. Aujourd'hui, il a décidé de changer de tactique. Pas seulement de nom, mais de dialogue. Lieutenant Müller, vous vous cachez. Croyez-vous que nous ignorons où vous êtes ? Pause. On sait. Abri numéro 7. 3e ligne de défense. Pause. Votre camarade, l'Oberleutnant Weber, est assis à 20 mètres de vous, dans l'abri numéro 9. Pause. Vous allez tous les deux mourir demain, à 14h. Bombardement d'artillerie. Les coordonnées ont déjà été transmises. La dernière phrase était un bluff. Aucun bombardement d'artillerie n'était prévu. Mais les Allemands l'ignoraient. Ils allaient y croire. Ils allaient fuir. Ils allaient changer de position. Ils allaient semer le chaos. Vishnevski poursuivit. 6 autres noms, chacun associé à une menace précise. Les coordonnées des abris, l'heure de l'attaque, le mode opératoire. Tout cela est fictif, mais ça paraît convaincant. C'est terminé. J'ai rampé vers la sortie. Kovalev a donné le signal, voie libre. Nous sommes sortis et nous sommes rentrés. À mi-chemin, Kovalev s'est figé. Il a levé la main. « Arrêtez !» Vishnevski s'est figé. Des bruits, tout près. Une patrouille allemande, 5 ou 6 hommes, avec un chien. Chien, merde, elle va le sentir. Kovalev fit un geste, retraite. Vite. Ils rampèrent sur le côté, silencieusement. Mais le chien aboya. Il avait senti quelque chose. « Dors !» cria l'Allemand. « Là !» Coup de feu. Vishnevski et Kovalev se relevèrent d'un bond. Ils coururent, se cachèrent, entre les décombres. Les Allemands hurlaient, ils tiraient, les balles sifflaient. 100 mètres jusqu'à chez nous. 70, 50. Kovalev s'effondra soudainement. Il expira. Il se saisit la jambe. « Blessé !» croassa-t-il. Vishnevski se retourna. Les Allemands étaient à 30 mètres. Ils couraient. Sans hésiter, il attrapa Kovalev par les bras et le traîna avec lui. 20 mètres. La mitrailleuse soviétique a ouvert le feu, depuis sa position. Il nous couvrait. Les Allemands se mirent à couvert. Vishnevski traîna Kovalev jusqu'à la tranchée et s'effondra à côté de lui. « À l'ordre !» cria quelqu'un. L'infirmier s'approcha en rampant et examina Kovalev. « Une balle dans le mollet, rien de grave, je vais l'enlever. » Vishnevski était assis, respirant bruyamment. Il regarda Kovalev. « Merci, camarade sergent, » dit Kovalev entre ses dents serrées, « de ne pas avoir abandonné. »« De rien, » répondit Alexander. « Tu m'as soutenu, je t'ai sorti de là. C'est comme ça que ça devrait se passer. » Il retourna au sous-sol. 4 heures du matin. Ses mains tremblaient. À cause de l'adrénaline. Ils ont tous deux failli mourir, encore un petit peu. Mais ils ont accompli leur mission. 7 noms de plus. 7 cauchemars de plus pour les Allemands. 11 octobre, jour. L'air était étouffant. Le lieutenant Müller, pris de panique, exigea un changement de position. Il cria que les Russes connaissaient les coordonnées de son abri et qu'un bombardement d'artillerie aurait lieu à 14 heures. Le commandant du bataillon a tenté de le calmer. « Lieutenant, c'est une provocation, de fausses informations. »« Non, ils savent, j'ai entendu. L'abri numéro 7, c'est mon abri. Ils ont donné le numéro. » « Comment pouvaient-ils connaître le numéro de votre abri ? » ?»« Je ne sais pas, mais eux, ils savent. Je demande la permission de changer de position. »
Le commandant s'est rendu. Autorisation accordée. Rendez-vous au banc des remplaçants. C'est la même chose pour l'Oberleutnant Weber, pour le major Schulz. Tous ceux que Wisniewski a nommés ont exigé une mutation. Chaos, désorganisation, panique. Le colonel Krieger a fait son rapport à Magnus. Monsieur le général, la situation est devenue incontrôlable. Les officiers changent de position sans coordination. Les communications sont perturbées. La coordination des attaques est impossible. « Arrêtez ça !» cria Magnus. « Je ne peux pas, Herr Général. Les officiers, ils ont peur. Ils ont plus peur des voix que des balles russes. »« C'est honteux, de la lâcheté !»« C'est une guerre psychologique efficace, Herr Général, » dit Krieger d'une voix calme. « Nous sommes en train de la perdre. » Wisniewski écouta et sourit. « Ça marche. Mon Dieu, comme ça marche. Les Allemands ont peur. Pas du front, pas des balles, pas de la mort. Ils ont peur d'une voix, invisible, omnisciente, insaisissable. » Mais la fête fut de courte durée. Le soir venu, le colonel Joukowski est descendu le voir. « Wisniewski, dit-il, les Allemands préparent une opération d'envergure. Ils ratissent les ruines. Sapeurs, ingénieurs, chiens. Ils vous recherchent. Leur commandant de division, le général Magnus, a personnellement promis une récompense à quiconque trouverait la voie des souterrains. Compris, camarade colonel. Suspendez les incursions, pendant quelques jours, jusqu'à ce que la situation se calme. » Wisniewski voulut protester, mais il regarda Joukowski. Il y vit de la fatigue, de l'anxiété. « Oui, monsieur, camarade colonel, dit-il. 2 nuits de repos. » « Bien, » Joukowski acquiesça. « Et une dernière chose. Le commandement de l'armée a eu vent de vos activités. Cela les intéresse. Ils veulent étendre la méthode à d'autres domaines. Ils vous ont demandé de rédiger un mode d'emploi. La marche à suivre. J'écrirai, camarade colonel. Merci. » Joukowski se tourna vers la sortie. Il s'arrêta. Sans se retourner, il dit « Vous êtes un homme bien, Wisniewski. C'est une façon inhabituelle de combattre, mais efficace. Peut-être même plus efficace que les balles. » Il est parti. Wisniewski se retrouva seul. Il regarda le carnet. 34 noms. 34 officiers qui perdaient la raison. « Kirill, pensa-t-il, tu avais raison. Ils peuvent être brisés par autre chose que des balles. » 2 nuits de répit. Laissons les Allemands chercher. Ils ne nous trouveront pas. Et dans 2 nuits, nous reprendrons. Avec de nouveaux noms, de nouvelles menaces, de nouveaux cauchemars. La guerre ne se résume pas aux chars et aux avions. Elle est aussi une question de peur. Et celui qui contrôle la peur contrôle le champ de bataille. Wisniewski a appris à gérer sa peur. 14 octobre, nuit. 6e sortie, après 2 jours de repos. Les Allemands ont fouillé les ruines pendant 2 jours, avec des chiens, avec des détecteurs de mines. Ils ont inspecté chaque cave, chaque tuyau, chaque tunnel. Ils n'ont rien trouvé, car ils cherchaient du matériel, des émetteurs radio, des haut-parleurs, des câbles. Ils ne cherchaient pas une personne qui ait une voix. Wisniewski attendit, patiemment. Comme autrefois, lorsqu'il tournait une pièce à l'usine. Précision, endurance. Les Allemands ont allégé leur patrouille aujourd'hui. Ils pensaient qu'il n'y avait personne. Fausse alerte. Vous aviez tort. Wisniewski prit un nouveau partenaire. Kovalev était à l'hôpital avec une jambe cassée. Ils envoyèrent le soldat Fyodor Zouev, un tireur d'élite. Silencieux, précis. « S'il arrive quoi que ce soit, je vous couvrirai, camarade sergent », a simplement déclaré Zouev. « J'espère que ce ne sera pas nécessaire », a répondu Wisniewski. Nous sommes partis à minuit. Notre objectif était un nouvel emplacement, les ruines d'un poste de transformation. Il y a là un puits de câbles, très profond, qui s'étend sous terre dans 3 directions, en direction des positions allemandes.
Nous sommes arrivés sans problème. Nous sommes descendus dans le puits. C'était exigu, froid, de l'eau au fond, jusqu'aux chevilles. Wisniewski se leva. Il sortit son carnet. Il vérifia une dernière fois le texte à la lumière de sa lampe torche. Il éteignit la lampe torche. Obscurité. Commencer. L'Oberleutnant Klaus Fischer. La voix s'est retirée dans les tunnels. L'écho est revenu. Multiple. Profond. Tu croyais que 2 nuits de silence signifiait que nous étions partis ? Pause. Nous ne sommes pas partis. Nous avons attendu. Nous avons attendu que tu te détendes. Pause. Maintenant, vous êtes à nous. Wisniewski poursuivit. 10 noms. Parmi eux, un nouveau. Le capitaine Bernd Steiner, le commandant de la compagnie de sapeurs. Celui-là même qui avait dirigé le ratissage des ruines. Hauptmann Steiner, vous nous cherchiez ? Vous nous avez cherchés pendant 2 jours. Vous ne nous avez pas trouvés. Pause. Parce que vous cherchiez au mauvais endroit. Nous ne sommes pas à la surface. Nous sommes en dessous, sous vos pieds. Pause. En ce moment même, sous votre abri, on vous entend respirer. Bluff. Évidemment que c'est un bluff. Mais Steiner l'ignore. Terminé. Ascension réussie. Zouev devant, vérifié. Passage libre. Nous sommes sortis et nous sommes rentrés. Nous sommes à mi-chemin. Calme. Calme. Soudain, un éclair. Une fusée éclairante allemande. Une lumière aveuglante. Comme la lumière du jour. Wisniewski et Zouev tombèrent et se plaquèrent au sol. Criaient « Dort, Dort ! Là, là !» Poste allemande. Vue à la lumière d'une fusée. Coup de feu. Tir de mitrailleuse. Les balles sifflent. Elles heurtent les briques alentour. Zouev se retourna, visa. Tira. Le mitrailleur allemand s'écroula. « Courons !» cria Zouev. Ils se levèrent d'un bond et se mirent à courir. La fusée s'estompait. L'obscurité revenait. Encore 50 mètres. 40. Faisceau du projecteur. Les Allemands allumèrent le projecteur. Les faisceaux balayèrent les ruines. Ils fouillaient. La poutre a glissé sur Wisniewski, prise au piège. Arrêté. Là, du feu! La mitrailleuse se mit à crépiter. Des balles traçantes, des lignes rouges dans l'obscurité. Wisniewski plongea derrière le mur. Zouev était à proximité. « Avez-vous des grenades ?» demanda Zouev. « 1, répondit Alexandre. « Allez, je te la lance. Cours. Rejoins les tiens. Je te couvre. Je te rattrape. »« Non. Ensemble. »« C'est un ordre, camarade sergent. » Zouev prit la grenade. « Vous êtes plus important. Opérateur radio. Courez. » Il regarda dehors. Il lança une grenade. Dans le projecteur. Explosion. Vert. Le projecteur s'est éteint. « Courir !» Wisniewski s'est mis à courir. Il a regardé en arrière. Zouev tirait. Il a reculé, lentement. Il se mettait à couvert. Alexandre courut vers ses positions et tomba dans une tranchée. J'ai attendu. J'ai regardé en arrière. Zouev recula, à une 20aine de mètres de la tranchée. 15. Tir. Tireur d'élite. 1. Zouev est tombé. « Non !» cria Wisniewski. Il voulait s'enfuir. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont retenu. « Inutile, camarade sergent, ils vont vous tuer !» Wisniewski observait. Zouev restait allongé là, immobile. Les Allemands rampèrent jusqu'à eux. Ils vérifièrent. L'un d'eux fit un geste. Mort. Ils ont emporté le corps. Wisniewski était assis dans la tranchée. Ses poings étaient serrés. Ses dents étaient serrées. Zouev est mort. Pour le sauver. L'opérateur radio. L'important. L'indispensable. C'est ma faute, pensa Alexandre. Il est mort à cause de moi. Je suis retourné au sous-sol. L'aube se levait. Une lumière grise filtrait à travers les fissures. Il s'assit à table. Il mit ses écouteurs. Il alluma la radio. Les Allemands criaient dans les airs. Panique. Chaos. Le capitaine Steiner exigea l'évacuation immédiate. Il cria que les voies étaient de retour, qu'elle savait où se trouvait son abri,
qu'elles étaient sous terre, juste en dessous de lui. Le commandant du bataillon a tenté de le calmer, sans succès. L'Oberleutnant Fischer refusa de sortir de sa cachette. Il dit qu'ils attendaient délibérément que je me détende. 5 autres agents, tous paniqués. Le colonel Krieger a fait son rapport au général Magnus. « Monsieur le général, 8 autres officiers ont péri cette nuit. Je demande l'autorisation de les évacuer vers l'arrière pour qu'ils reçoivent des soins. » « Combien au total ?» demanda Magnus. « 34 officiers en 3 semaines, Herr Général, » répondit Krieger d'une voix calme. 34. Wisniewski retira ses écouteurs. Il regarda le carnet. 34 noms, tous barrés. 34 officiers ont été mis hors de combat, sans un seul coup de feu, sans une seule cartouche. Juste une voix venue des ténèbres. Une voix qui connaît ton nom. La discipline au sein de la 389e division d'infanterie s'était effondrée. Les Allemands étaient incapables de coordonner leurs attaques. Les officiers craignaient de prendre position la nuit, les communications étaient coupées, le moral était au plus bas. Tout cela a été réalisé par une seule personne, un opérateur radio, avec un casque et un bloc-notes. Wisniewski regarda le mur. Il pensa à Zouiev, à Drozdov, à Sédic, à tous ceux qui étaient morts. « Je me suis vengé pour vous, pensa-t-il. Je les ai brisés, je les ai terrorisés, je les ai rendus fous, pour chacun de vous. Mais le prix était élevé. Zouev est mort. »« Je suis désolé, murmura Alexandre. Je suis désolé de n'avoir pas pu te sauver. » Il posa sa tête sur ses mains, ferma les yeux. Fatigué. Tellement fatigué. 3 semaines de quasi-absence de sommeil. 3 semaines de tension. 3 semaines de guerre où sa voix était une arme. Mais ça a fonctionné. Les Allemands sont vaincus. Pas tous, certes, mais suffisamment pour ralentir leur progression. Il faut donner du temps aux troupes soviétiques, renforcer leur position et se préparer. Une voix venue des ténèbres. Une voix venue des profondeurs. Une voix qui les appelait par leur nom. Les Allemands pensaient qu'ils devenaient fous. En fait, c'était une guerre. Simplement d'un genre différent. 15 octobre, midi. Wisniewski fut réveillé par un coup frappé à la porte du sous-sol. Il leva la tête. Il dormait à même la table. 4 heures. Son premier sommeil normal depuis 1 semaine. « Sergent camarade !» dit une voix à l'extérieur. « Le colonel vous appelle. » Alexandre se leva. Il se lava avec une gourde. Eau froide. Il se rafraîchit. Il partit. Quartier général du régiment. Un abri souterrain à 20 mètres de sa cave. Il y descendit. À l'intérieur se trouvaient le colonel Joukovski, le capitaine Rogov et 2 autres officiers, des inconnus. Leurs épaulettes indiquaient un commandant et un lieutenant-colonel, du quartier général de l'armée. « Camarade sergent Wisniewski », présenta Joukovski. « Voici le lieutenant-colonel Belov, chef du département du renseignement de l'armée, et le commandant Krylov, du département de la propagande. » Wisniewski se mit au garde à vous et salua. « Au repos », dit Belov. « Asseyez-vous, sergent. » Alexandre s'assit sur la boîte. « Parlez-nous de votre méthode », demanda Belov. « En détail. Comment vous est venue l'idée ? Comment l'avez-vous mise en œuvre ? Quels ont été les résultats ?» Wisniewski a parlé pendant 20 minutes. Il a tout raconté. De sa conversation avec Drozdov à sa dernière nuit. Il n'a rien caché. Ni les risques, ni les pertes, ni ses peurs. Belov écouta en silence, prenant des notes dans son carnet. Lorsque Wisniewski eut terminé, le lieutenant-colonel se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Brillant », dit-il simplement. « Cruel, mais brillant. »« Camarade lieutenant-colonel, » commença Alexander, « je ne sais pas si c'est génial, ça fonctionne, tout simplement. »« C'est précisément pour cela que c'est génial, » sourit Belov. « Le commandement veut appliquer votre méthode à d'autres secteurs du front, partout à Stalingrad. Nous avons besoin d'instructions, des instructions détaillées.
Comment sélectionner les officiers pour ce genre de travail? Où trouver les plans de diffusion? Comment rédiger les textes? Absolument tout. J'écrirai, camarade lieutenant-colonel. Bien. Belov acquiesça. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le commandant Krylov souhaite poser des questions. Krylov se pencha en avant. Jeune, une trentaine d'années, un regard intelligent. « Sergent, dites-moi, pourquoi ça marche ?» demanda-t-il. « Je veux dire, d'un point de vue psychologique. Les Allemands sont des soldats disciplinés, entraînés, endurcis. Pourquoi craquent-ils au son de leur propre voix ?» Wisniewski réfléchit un instant, puis il répondit. « Parce que la guerre déshumanise. Vous n'êtes qu'un parmi des milliers. Une balle peut toucher n'importe qui. Un obus peut tuer n'importe qui. C'est comme jouer à la loterie. Vous espérez que ce ne sera pas vous. Les statistiques sont de votre côté. Sur 1000, une personne mourra. Peut-être pas vous. Continuez, acquiesça Krylov. Mais quand il vous appelle par votre nom, poursuivit Wisniewski, tout change. Vous n'êtes plus un parmi des milliers, vous êtes une cible. Personnellement. Vous êtes surveillé, vous avez été choisi. Les statistiques ne fonctionnent plus. La mort n'est plus aléatoire. Elle est personnelle. Elle connaît votre nom. Et c'est plus terrible que n'importe quelle balle. Krylov hocha lentement la tête. Oui, dit-il. Oui, je comprends. Cela détruit les défenses psychologiques fondamentales d'un soldat, le sentiment d'anonymat. On les transforme d'une masse informe en individus. Et chacun pense, ils veulent me tuer. Exactement, camarade major. Brillant, dit Krylov en regardant Belov. Camarade lieutenant-colonel, il faut intensifier cela, immédiatement. D'accord, dit Belov en se levant. Sergent Wisniewski, vous recevrez des assistants. Formez-les. Nous créerons des groupes dans toutes les divisions. Votre méthode devrait fonctionner sur tout le front. Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. Et une dernière chose, dit Belov en tendant la main. Merci. Au nom du commandement. Vous avez accompli plus que bien des bataillons. 34 officiers mis hors de combat. Aucune perte de notre côté. Il marqua une pause. Enfin, presque aucune perte. Le caporal Zouiev est mort en héros. Nous allons le proposer pour une décoration, à titre posthume. Wisniewski serra la main tendue, en silence. Une boule dans la gorge l'empêchait de parler. Les officiers sont partis. Seul Joukovski est resté. « Alexandre Petrovitch », dit le colonel. Pour la première fois, il m'appelait par mon prénom et mon patronyme. « Savez-vous ce que vous avez fait ?»« J'ai fait mon travail, camarade colonel. » « Non. » Joukovski secoua la tête. « Tu as changé la guerre. Tu as montré qu'on peut se battre non seulement avec du fer, mais aussi avec des mots, avec la voix, avec la peur. Ce sont les armes de l'avenir. » « Je ne crois pas que ce soit l'arme du futur, camarade colonel, » dit Wisniewski d'une voix calme. « C'est une arme du désespoir. Quand il n'y a plus de chars, plus d'avions, plus rien, seulement la voix et la haine. » Peut-être, concéda Joukovski, mais pour l'instant, c'est exactement ce que nous avons. Le désespoir, la haine et votre voix. Et c'est suffisant pour tenir Stalingrad. Le 16 octobre, Wisniewski a commencé son entraînement. Ils ont envoyé 5 personnes. Tous étaient opérateurs radio. Tous parlaient allemand. 2 d'entre eux le maîtrisaient parfaitement. Leurs parents étaient des immigrés. L'un d'eux était originaire des pays baltes. 2 avaient fait des études universitaires. Alexandre a fait la démonstration de la méthode. Il l'a expliqué. « L'essentiel n'est pas de citer des noms », a-t-il déclaré. L'essentiel est de donner l'impression d'être omniprésent. L'ennemi doit croire que vous savez tout de lui, où il dort, ce qu'il mange, à quoi il pense et quand il mourra. Mais nous n'en savons rien, a fait remarquer l'un des opérateurs radio, le sergent-chef Voronov. Nous n'avons pas besoin de savoir, répondit Wisniewski. Il nous suffit de les convaincre du contraire. Écoutez leurs conversations, notez les noms, les détails, leurs origines, qui est marié, qui a des enfants.
Ils disent tout cela à l'antenne, sans réfléchir. Ils bavardent, ils se plaignent, leur pays leur manque. Vous recueillez tout, et puis vous le leur restituez, la nuit, d'une voix venue des ténèbres. Comment choisit-on les lieux de diffusion ? Demanda un autre, le caporal Makarov. Cherchez les réseaux souterrains, expliqua Alexander. Égouts, ventilation, gaines techniques, tuyaux, tout ce qui passe sous terre et débouche près de l'ennemi. Le son se propage bien dans les tuyaux. L'écho dans les ruines amplifie l'effet. L'ennemi ne comprend pas d'où vient la voix. Il a l'impression qu'elle vient de partout. « Et s'il nous attrape ?» demanda le troisième, le soldat Sidorov. Vishnevski sortit la capsule et la montra. « Du cyanure, dit-il simplement, en cas de capture. Les Allemands torturent les opérateurs radio. Longuement, cruellement. Mieux vaut une mort rapide. » Tous les regards se tournèrent vers la capsule. Silence. « Mais il vaut mieux éviter d'en arriver là, » a ajouté Alexander. « Agissez avec prudence, faites équipe, changez de position, ne jouez pas les héros. Votre rôle est d'intimider, pas de tuer. » 3 jours d'entraînement, théorie, pratique. Vishnevski les guida à travers les ruines. Il leur montra les points de repère. Il leur apprit à parler. Quels mots étaient les plus efficaces ? Ne criez pas, enseignait-il. Parlez doucement, mais distinctement. Chaque mot est comme une goutte, goutte à goutte. Il use la pierre. Le 19 octobre, tout le monde était prêt. Ils furent envoyés dans leurs zones respectives. Chacun avait son propre secteur, sa propre division allemande. Vishnevski resta à son poste. Au sein de la 389e division, 20 octobre, nuit. 7e sortie de Vishnevski, et la première pour ses élèves. 5 groupes, 5 voix, partout à Stalingrad, simultanément. Le plan était simple. Frapper simultanément toutes les divisions allemandes présentes dans la ville. Créer l'impression que des voix résonnaient partout, que toute la défense soviétique employait cette méthode. Vishnevski et son nouveau partenaire, le soldat Timofei Lebedev, rampèrent jusqu'à un nouvel emplacement, les ruines d'un hôpital. Il y avait là le sous-sol d'une morgue et une vieille gaine de ventilation. Elle menait aux positions allemandes de Mamayev-Kourgan. Nous sommes arrivés, nous sommes descendus. Froid, humide, une odeur de mort. La morgue, autrefois utilisée pour entreposer les corps, est maintenant vide. Seules des tables en fer, rouillées et effrayantes à la lueur des lanternes, subsistent. Vishnevski trouva une gaine d'aération et s'y accroupit. Cela a commencé précisément à minuit, en même temps que les autres groupes. « Oberleutnant Helmut Grau ?» La voix s'est engouffrée dans le tuyau, dans l'obscurité. « Vous êtes à Stalingrad depuis 3 semaines. Vous êtes fatigué. Vous voulez rentrer chez vous. » Pause. « Mais tu ne rentreras pas chez toi. Ta tombe est ici, sur Mamayev-Kourgan. » Pause. « Nous l'avons déterré. Nous vous attendons. » Il poursuivit. 12 noms, des nouveaux, issus d'interceptions récentes. Au même moment, sur d'autres secteurs du front, 4 autres voix s'élevaient pour dire la même chose, à d'autres officiers, d'autres divisions. 5 voix, 5 cauchemars, une nuit. Vishnevski termina. Il s'éloigna en rampant. Lebedev leur offrit sa couverture. Ils revinrent sans incident. Matin du 21 octobre. Vishnevski écoutait la retransmission. Sa section. La 389e division. Le chaos. Mais voilà qu'un nouvel élément s'y est ajouté. La confusion, l'incompréhension. Le commandant du bataillon a crié dans la radio « Quartier général, comment est-ce possible ?» Des voix ont été entendues simultanément dans 3 zones différentes, à 5 km de distance. C'est impossible. « Bataillon, nous vérifions », fut la réponse du quartier général. « Qu'est-ce que vous vérifiez ? Mes officiers ont entendu des voix, des noms étaient criés, en même temps, dans différents endroits. Les Russes ont-ils une armée de fantômes ?» Vishnevski laissa échapper un petit rire. Une armée de fantômes. Pas mal comme nom. Changement de fréquence. Division allemande voisine.
61e régiment d'infanterie. Voronov y travaillait. Même scène. Panique. Questions sans réponse. Les policiers exigent des explications. Changement de fréquence. 94e division. Makarov est là. Encore la même chose. La méthode a fonctionné, à grande échelle. Le soir même, le lieutenant-colonel Belov envoya un rapport. Il avait recueilli des données sur les 5 sites. Résultat pour une nuit, 23 officiers ont demandé à être évacués. 14 ont refusé de partir en service de nuit. 8 personnes ont exigé un changement de position. 3 ont tenté de déserter, pris par les leurs. Un seul coup lui-même. Vishnevski a lu le rapport. Il s'est suicidé. Un lieutenant allemand. Il n'en pouvait plus. La guerre, pensa Alexandre. Une guerre brutale. Mais c'est eux qui l'ont déclenchée. Ils sont venus sur nos terres. Ils massacrent notre peuple. Et si je peux les arrêter par ma voix, je le ferai. À n'importe quel prix. Cette méthode fut utilisée chaque soir pendant les 10 jours suivants. Au 30 octobre, les résultats ont dépassé toutes les attentes. Le commandement allemand était désespéré. Les généraux ne savaient pas comment contrer ces voix. Ils augmentèrent les patrouilles, mais en vain. Ils ratissèrent les ruines, mais ne trouvèrent rien. Ils changèrent de fréquence radio, mais les intercepteurs soviétiques en repévèrent rapidement de nouvelles. Ils ont interdit la diffusion de noms à l'antenne, mais il était trop tard. Vishnevski et ses étudiants avaient accumulé des centaines de noms pour les mois à venir. Le colonel Krieger, commandant du 389e régiment de division, fut relevé de ses fonctions. Officiellement, il s'agissait d'un manquement à la discipline. Officieusement, on évoquait une dépression nerveuse. Son adjoint, le lieutenant-colonel Hans Müller, sans lien de parenté avec le lieutenant, tint bon pendant 4 jours. Puis, lui aussi demanda à être évacué. La division a de fait cessé d'exister en tant qu'unité de combat, non pas en raison de perte d'effectifs, mais à cause de l'effondrement de sa structure de commandement. L'offensive allemande dans le secteur nord de Stalingrad a échoué. Non pas à cause d'une contre-attaque soviétique, mais parce que les Allemands étaient incapables de coordonner leurs attaques. Les officiers étaient pris de panique, les soldats se méfiaient de leurs supérieurs. La paranoïa rongeait les divisions de l'intérieur. Début novembre, le commandement de la Wehrmacht prit une décision. Retirer la 389e division de Stalingrad, pour réorganisation, vers l'arrière. Une unité d'élite, des vétérans de Pologne et de France, vaincus sans combattre, par des voix. Vishnevski en eut connaissance le 5 novembre et intercepta l'ordre de retrait de la division. J'étais assise au sous-sol, je regardais le carnet, 112 noms, tous barrés, 112 officiers. Parmi eux, 89 furent évacués pour cause de troubles mentaux. 17 furent rétrogradés pour lâcheté, 4 désertèrent, 2 se suicidèrent. Et pas un seul n'a été tué par une balle soviétique. Tout cela a été fait par une voix venue des ténèbres, une voix qui connaissait leur nom. Le colonel Joukovski descendit à la cave pour le voir. Il s'assit à côté de lui, il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Tu as vaincu une division entière, Vishnevski. »« Je ne suis pas le seul, camarade colonel, » répondit Alexandre. « Mes élèves aussi. »« Oui, mais l'idée est la vôtre. La méthode est la vôtre. La victoire est la vôtre. »« Je ne veux pas de cette victoire, camarade colonel, » dit Vishnevski d'une voix calme. « Je veux que la guerre se termine, que plus personne ne meure. Pas les nôtres. Pas... » Il se tut. « Pas les Allemands » conclut Joukovski. « Les plaignez-vous » ? « Non » répondit Alexander en secouant la tête. « Je ne le regrette pas. Ce sont des ennemis. Mais j'entends leur voix dans les écouteurs. Tous les jours. Depuis 3 mois. Ils parlent de maison, de famille, de peur. Ce sont des êtres humains, des ennemis, mais des êtres humains. C'est précisément pour cela que votre méthode fonctionne, a déclaré Joukovski. Vous vous souvenez qu'ils sont humains, et vous vous attaquez à ce qu'il y a de plus humain, la peur, l'espoir de survivre, le désir de rentrer chez soi.
Vous leur enlevez cet espoir. Vous leur dites que vous ne rentrerez pas. Et ils craquent. C'est cruel. C'est la guerre, dit Joukovski en se levant. La cruauté est sa nature. Vous utilisez simplement une autre forme de cruauté, non pas physique, mais psychologique. Mais le résultat est le même. L'ennemi est vaincu, nos soldats sont vivants, la ville tient bon. Il est parti. Vishnevski se retrouva seul. Il pensa. Cruauté, oui, c'était cruel. Briser les gens par la peur, les rendre fous, sans leur laisser la moindre chance de se défendre. Juste une voix dans l'obscurité, invisible, insaisissable, terrible. Mais les Allemands ont bombardé Kharkov, sa ville, sa maison. Ils ont probablement tué sa mère, son jeune frère. Ils ont tué Victor près de Vyazma. Ils ont tué Drozdov, Sedik, Zouyev. Des milliers, des millions. N'est-ce pas cruel ? La guerre est cruelle, des deux côtés. La seule question est de savoir quelle cruauté est la plus efficace. Et aujourd'hui, je l'ai vaincu. Une voix venue des ténèbres. Le 10 novembre, le commandant Krylov est venu voir Vishnevski. Il travaillait au département de la propagande. « Sergent, nous avons besoin de votre aide, dit-il. Nous voulons enregistrer votre voix, pour une diffusion radio, sur les fréquences allemandes. Vous imaginez ? Des milliers d'Allemands vont entendre, tout le long du front. Cela ne marchera pas, camarade major, répondit Vishnevski. Pourquoi ? Car la force de cette méthode réside dans la proximité. L'ennemi entend une voix dans les ruines, dans l'obscurité, tout près. Il a l'impression que celui qui parle est à quelques mètres seulement. Il le voit, il le repère. Les émissions radio n'auront pas le même effet. Les Allemands comprendront, ce n'est que de la propagande. Ils n'auront pas peur. Krylov pensa. « Vous avez raison, acquiesça-t-il. L'intimité, la personnalité. C'est l'essentiel. » Bien. Une autre question. Nous voulons étendre la méthode à d'autres fronts. Leningrad, Moscou, le Caucase du Nord, partout où il y a la guerre de tranchées. Allez-vous former les instructeurs ? Je vais vous apprendre, camarade major. Excellent. Krylov lui tendit la main. Et une dernière chose. Le commandement a décidé de vous décerner l'ordre de l'Étoile rouge pour mérite exceptionnel. La cérémonie de remise des décorations aura lieu dans une semaine. Vishnevski lui serra la main, silencieusement. Une récompense, un ordre, pour avoir terrorisé ses ennemis par sa voix. Guerre étrange, récompenses étranges. Mais c'était sa guerre, et il l'a menée du mieux qu'il a pu. Il passa la semaine suivante à former de nouveaux instructeurs, 12 issus de différents fronts, tous opérateurs radio, tous parlaient allemand. Je leur ai tout appris, comment écouter, comment enregistrer, comment choisir des noms, comment composer des textes, où trouver des lieux pour diffuser, comment parler, comment se retirer. Une semaine plus tard, ils se dispersèrent, vers le front, pour poursuivre la mise en œuvre de la méthode. Le 17 novembre, Vishnevski reçut la décoration. Le colonel Joukovski épingla l'étoile sur sa tunique. « Camarade sergent Vishnevski, dit-il d'un ton officiel, pour votre courage et votre initiative dans la lutte contre l'ennemi, vous recevez l'ordre de l'Étoile rouge. » Vishnevski se tenait au garde à vous. La médaille pesait lourd sur sa poitrine. Du métal froid. Il pensa à Drozdov, à Zouyev, à Sedik. Ils n'ont pas été décorés. Ils sont morts. Et lui, il est là, vivant, avec un ordre. « C'est pour vous, mes frères, pensa-t-il. J'ai continué, du mieux que j'ai pu, du mieux que j'ai pu, pour nous tous. » Fin novembre. Les troupes soviétiques préparaient une contre-offensive, opération Uranus. L'encerclement des forces allemandes à Stalingrad. Vishnevski continua de travailler, écouter, enregistrer, transmettre des données. Et chaque nuit, des sorties, des voix, des noms, la peur. Mais désormais, il ne s'agissait plus de sa guerre personnelle.
C'était une méthode systémique, appliquée sur l'ensemble du front. D'après les services de renseignement, les voix ont mis hors de combat plus de 300 officiers allemands en novembre sur tous les fronts. Le moral de la Wehrmacht s'effondrait. Les soldats redoutaient la nuit, le silence et la possibilité d'entendre leur nom résonner dans l'obscurité. Le commandement allemand tenta de riposter. Il donna l'ordre d'ignorer la propagande russe. Il exécuta des personnes pour lâcheté. Il envoya des psychologues militaires. Ça n'a pas aidé. Car ce n'était pas de la propagande. C'était de la peur, primale, irrationnelle. La peur d'un ennemi invisible et omniscient. Et aucun ordre ne pouvait vaincre cette peur. Le 19 novembre, la contre-offensive commença. Les troupes soviétiques percèrent les lignes ennemies. Elles commencèrent à nous encercler. L'encerclement se resserrait. Vichnevski écoutait les négociations allemandes. Panique, chaos, appel au secours, ordre de retraite, demande d'évacuation. La 389e division était encerclée, celle-là même que Vichnevski avait mis 2 mois à briser. Le 23 novembre, l'encerclement était complet. 300 000 soldats allemands étaient pris au piège. Vichnevski savait que la guerre n'était pas encore finie. L'hiver approchait. L'assaut du chaudron. Sang, mort, souffrance. Mais le tournant s'est produit, ici, à Stalingrad. Et sa voix, l'une des nombreuses voix de la défense soviétique, a contribué à ce tournant. Février 1943, Stalingrad. Les derniers foyers de résistance allemande ont été anéantis. La ville est libérée. 300 000 hommes sont pris au piège, 110 000 sont tués, 190 000 sont faits prisonniers. Vichnevski se tenait au milieu des ruines de l'usine Barikadi. Il contemplait la Volga. Glace, ciel gris, silence. Pour la première fois en 6 mois, le silence. Aucun grondement, aucun coup de feu. Seul le vent hurlait à travers les fenêtres vides. Le colonel Joukovski s'approcha de lui. « C'est fini », a-t-il simplement dit. « Oui, camarade colonel. Tu as survécu ?» « A survécu. » Ils restèrent immobiles, silencieux, contemplant la ville. Une ville fantôme. Des ruines, des cendres, des squelettes d'immeubles. Vous vous souvenez, début octobre, vous aviez dit que les Allemands pensaient devenir fous ? Demanda Joukovski. Vichnevski acquiesça. Maintenant, le monde entier connaît cette histoire, poursuivit le colonel. Les correspondants écrivent « Les voix de Stalingrad, les fantômes qui parlaient allemand. Vous êtes devenu une légende. » Je ne veux pas devenir une légende, camarade colonel, dit Alexandre d'une voix calme. Je veux rentrer chez moi, à Kharkov, découvrir ce qui ne va pas chez ma mère, chez mon frère. Je veux le silence, un vrai silence, pas celui-ci, pas celui des morts. Tu rentreras chez toi, promit Joukovski, quand la guerre sera finie. Mais pour l'instant, il lui tendit l'enveloppe. Tu es muté, à Moscou, à l'école centrale d'interception radio, comme instructeur. Tu formeras les autres. Oui, monsieur, camarade colonel. Joukovski est parti. Vichnevski resta et contempla les ruines. Je m'en souviens, la première nuit, quand j'ai rampé jusqu'à la station de pompage, quand j'ai dit pour la première fois « Lieutenant Kurt Müller, vous avez peur ?» Je me suis souvenu de Drozdov, de ces mots « Ils peuvent être brisés par autre chose que des balles ». Je me suis souvenu de Zouev, de la façon dont il a couvert la retraite, de sa chute. Je me suis souvenu des voix allemandes dans les écouteurs, panique, peur, désespoir. J'ai gagné, pensa Alexandre, mais à quel prix ? Il sortit son carnet. Il le feuilleta une dernière fois. 112 noms, 112 vies qu'il avait ruinées. Pas tuées, brisées. Certaines de ces personnes sont maintenant en captivité. Elles deviennent folles dans les camps. Elles hurlent la nuit. Elles entendent des voix. Certains se sont suicidés. Ils n'en pouvaient plus. Certains ont déserté, capturés par les leurs, abattus pour lâcheté.
Est-ce ma faute ? Se demanda Wisniewski. Ou la leur ? Ils sont venus ici, ils ont déclenché la guerre. Je ne faisais que défendre ma patrie. C'était la seule façon que je connaissais. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y avait que le silence. Le silence glacial de février, celui de Stalingrad libéré. Printemps de l'an 1943, Moscou. Wisniewski formait de nouveaux opérateurs radio et intercepteurs. Il partageait son expérience et parlait de la méthode vocale. Le public le considérait comme un héros, une légende, un homme qui avait vaincu une division entière par sa voix. Il se sentait comme un imposteur, pas un héros, un trompeur, car il connaissait la vérité. La victoire n'avait pas été pure, elle avait été sordide, cruelle, fondée sur la peur, sur la destruction des âmes humaines. Mais c'était la guerre. Et en temps de guerre, il n'y a pas de victoire nette. Été 1943. Le saillant de Koursk. La méthode de l'appel à la voix fut employée à grande échelle. Des milliers d'officiers allemands entendirent leur nom être appelés dans l'obscurité. Panique, désertion, suicide. Automne. La libération de l'Ukraine. Wisniewski apprit que Kharkov avait été libéré. Il s'y rendit. Pendant 3 jours. Il vit des ruines. Sa maison, incendiée. Les voisins lui dirent que sa mère était morte dans un bombardement. En 1941, son jeune frère, Oleg, fut exécuté par les Allemands. En 1942, pour avoir collaboré avec les partisans. Alexandre se tenait au milieu des cendres de sa maison. Il pleurait. Pour la première fois depuis le début de la guerre. Il ne pleurait pas de chagrin, mais de soulagement. Ils étaient morts. Mais ils étaient morts en héros, pas dans un camp, pas sous la torture. Rapidement, sa mère sous une bombe, son frère sous une balle. Il est retourné à Moscou, il a continué à enseigner, il a continué à se battre, à sa manière, avec sa voix. Mai 1945, Berlin est prise, l'Allemagne capitule, la guerre est finie. Wisniewski l'apprit à la radio. Major Alexandre Petrovitch Wisniewski, 2 ordres de l'Étoile Rouge, ordre de la guerre patriotique première classe, médaille pour la défense de Stalingrad. Mais il ne ressentait aucune joie, seulement une fatigue immense. 4 ans de guerre, 4 ans de voix dans les écouteurs, allemande, soviétique, vivante, morte. Il sortit dans la rue. Moscou était en liesse. Les gens chantaient, dansaient, s'embrassaient et pleuraient de joie. Wisniewski se tenait à l'écart. Il observait. Il ne pouvait partager la joie. Il en avait trop vu. Il en avait trop entendu. Une jeune fille s'est approchée de lui, une infirmière, en uniforme. « Camarade major, dit-elle, pourquoi ne fêtez-vous pas la victoire ?»« Faites ça, répondit-il, tu le mérites. Et moi, je suis fatigué. »« De quoi ?» demanda-t-elle surprise. « Ce sont des voix, dit Wisniewski. J'entends des voix, tous les jours, toutes les nuits. Des voix allemandes. Elles crient, elles implorent ma pitié. Elles m'appellent à la maison. Je les entends, même maintenant, même quand la guerre sera finie. » La jeune fille le regarda avec compassion. « Vous avez besoin de vous reposer, camarade major. »« Oui, acquiesça-t-il. J'ai besoin de me reposer. Longtemps, très longtemps. » Après la guerre, Wisniewski resta dans l'armée. Il travailla dans le renseignement, il forma des intercepteurs radio et transmit son expérience. Il s'est marié en 1947 avec Galina, la même infirmière. Ils ont eu une fille, qu'ils ont prénommée Maria, en hommage à la mère d'Alexander. Nous vivions à Moscou. Je travaillais, j'élevais une fille, j'essayais de ne pas penser à la guerre. Mais la nuit, il rêvait. Les ruines de Stalingrad, l'obscurité, des échos, des voix. Des officiers allemands criaient dans les ténèbres. Ils l'appelaient par son nom. « Wisniewski, nous entendez-vous ? Nous ne pouvons pas oublier. Nous sommes toujours là, dans l'obscurité. » Je me suis réveillé en sueur. Galina m'a prise dans ses bras. Elle m'a calmé. « C'est fini,
murmura-t-elle. La guerre est finie. Tu es vivant. Je suis vivant, répéta-t-il. Et eux, ils sont morts. Ou ils sont devenus fous, à cause de moi. Tu as défendu la mère patrie. J'ai brisé des gens, a déclaré Wisniewski. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais cela ne me rend pas plus pur pour autant. Les années ont passé. La fille a grandi, des petits-enfants, la vie, paisible, calme. Mais les voix ne s'éteignirent pas. Il les entendit jusqu'au bout. Des officiers allemands, leurs noms, leurs peurs, leurs cris. Des historiens l'ont retrouvé. Ils lui ont demandé de raconter son histoire. Il l'a fait, avec froideur, sans émotion. Les faits, la méthode, les résultats. C'était une guerre psychologique, a-t-il déclaré. Efficace, brutale, mais efficace. Le regrettez-vous ? Ont demandé les historiens. Non, répondit Wisniewski. Je ne me le regrette pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sauvé la vie de soldats soviétiques. J'ai contribué à tenir Stalingrad. Mais je me souviens. Je me souviens de chaque nom, de chaque officier, de chaque nuit. Et je m'en souviendrai jusqu'à la fin. Il est mort en 1981, à Moscou, dans son lit, à 86. Les derniers mots furent « Lieutenant Müller, je vous entends. Vous avez peur. J'ai peur aussi. J'ai toujours eu peur. » Inhumé avec les honneurs militaires. Vétéran, héros, légende. 12 vieillards inconnus assistèrent aux funérailles. D'anciens opérateurs radio et intercepteurs. Ses élèves. Ceux à qui il avait enseigné la méthode vocale. L'un d'eux, Voronov, désormais colonel à la retraite, s'approcha du cercueil et posa la main sur le couvercle. « Merci, camarade major, » dit-il doucement. « Vous nous avez appris à combattre non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence et la peur. Cela a sauvé des vies, nos vies, les vies de nos camarades. Merci. » Le cercueil fut descendu dans la tombe. L'orchestre joua une marche d'adieu, une salve, les honneurs. Mais le plus important, c'était autre chose. Une semaine après les funérailles, la fille de Wisniewski, Maria, reçut une lettre. D'Allemagne, d'un vieil homme, un Allemand. Signature Kurt Müller. La lettre disait « Chère Madame Wisniewskaja, j'ai appris le décès de votre père par les journaux. Veuillez m'excuser de vous écrire. Peut-être ne souhaitez-vous pas recevoir de mes nouvelles. Je suis ce même lieutenant Müller, de la 389e division. Celui qui a entendu la voix de votre père en octobre 1942, à Stalingrad. Je n'écris pas pour vous reprocher quoi que ce soit. Au contraire, j'écris pour vous remercier. Ton père m'a brisé. Oui, j'ai perdu la tête. J'ai été évacué, déclaré inapte au service, renvoyé chez moi, à Hambourg. Grâce à ça, j'ai survécu. Ma division était prise au piège. Presque tout le monde est mort. Moi, non. Parce que ton père m'a brisé le premier. Il m'a donné la vie. Il m'a effrayé avec la mort. Après la guerre, j'ai suivi un long traitement. Clinique psychiatrique. Des années. Ce n'est que dans les années 50 que je suis redevenu à peu près normal. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, des petits-enfants. Toute ma vie, je me suis souvenu de cette voix venue des ténèbres, la voix qui connaissait mon nom. Je la haïssais, je la craignais, mais elle m'a sauvé la vie. Veuillez transmettre mes plus sincères respects à votre père, si possible, de la part d'un ancien ennemi qui a survécu grâce à sa cruauté. Sincèrement, Kurt Müller, Hambourg, Allemagne, juillet 1981. Maria lut la lettre. Elle pleura. Puis elle alla au cimetière, sur la tombe de son père. Elle lui lut la lettre à voix haute. « Papa, dit-elle, tu m'entends ? Tu l'as sauvé. En le brisant, tu l'as sauvé. Il l'a compris. Il m'a pardonné. Il m'a remercié. » Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Calme. Silence.
C'était peut-être une réponse, ou peut-être était-ce simplement le vent. Aujourd'hui, le musée de la défense de Stalingrad présente une exposition intitulée « Opération psychologique des troupes soviétiques ». Il y a une photo. Le jeune sergent Vishnevski, 27 ans. Un casque audio autour du cou, un carnet à la main, un air grave. À côté se trouve le texte « Alexandre Petrovitch Vishnevski, opérateur radio-intercepteur au sein de la 312e division de fusiliers. Il a mis au point une méthode unique de diarticologique. Utilisant des renseignements interceptés et des communications clandestines, il a mené des opérations ciblées contre des officiers ennemis. Résultat, plus d'une centaine d'officiers allemands ont été neutralisés sans avoir recours aux armes. Cette méthode a été utilisée sur tous les fronts jusqu'à la fin de la guerre. Les touristes lisent, prennent des photos, passent à autre chose, vers les chars, vers les canons, vers les dioramas de bataille. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la guerre ne se résume pas au fer, elle ne se résume pas aux chars et aux balles. La guerre, c'est aussi la peur. Et celui qui maîtrise la peur, maîtrise le champ de bataille. Alexandre Vishnevski a appris à maîtriser sa peur, d'une seule voix, venue des ténèbres, des profondeurs. Les Allemands pensaient qu'il devenait fou. En réalité, c'était une guerre, d'un genre différent, mais la plus efficace. Car une balle tue le corps, et une voix tue la volonté. Et lorsque la volonté est brisée, un soldat n'est plus un soldat. Il est une victime, de sa propre peur. Vishnevski l'a compris, il l'a utilisé, il a gagné. Et il l'a payé cher, avec des cauchemars, avec des voix dans sa tête, pour le restant de ses jours. Mais Stalingrad tint bon. Ville héroïque, ville fantôme, ville des voix venues des ténèbres. Et l'une de ces voix, pour toujours, appartient à Alexandre Petrovitch Vishnevski, à l'opérateur radio, à l'intercepteur, à l'homme qui a combattu par les mots. Et il a gagné.